Quel âge as-tu, toi, Huguette? Je suis vieille. Très vieille. Je dois avoir pas loin de 100 ans. Hein? Oui, te souviens-tu de ton âge exact? Non. C'est un chiffre rond. Genre 22? Ben, 22, c'est trop jeune. C'est jeune un peu. Et puis, c'est pas rond, tu sais, c'est pas une dizaine. Ça se compte par dizaines, ton âge. Ah oui, là. Aide-moi. Ben, c'est plus que 80. Alors, 90. Ouais. J'ai 90 ans. Ouais. Te rends-tu compte, chérie, que tu t'intéresses à cette vieille affaire qu'à 90 ans, qui ne sait même pas si elle existe ou si elle est partie? Mon temps est tellement compté. C'est quand on arrive dans la vieillesse qu'on se rend compte que la vie est tellement, tellement courte, tellement brève, tellement pleine. Et alors, donner à des beaux jeunes gens comme toi le goût de vivre, quelle plus belle récompense est-ce que je peux espérer de la vie? Oh, le goût de vivre, ce serait même un très beau titre, ça, hein? Oui. Le goût de vivre, ah oui. Quand elles ne seront plus jardin des lilas, des dames aux cheveux blancs. Quand elles ne seront plus Marguerite et Pivoine, alors je pleurerai et mes larmes auront la douceur des baisers qu'enfant elles me donnèrent. La douceur des baisers car elles ne voudraient pas le chagrin que j'aurai. Et je danserai pour elle, et je danserai pour elle, et je chanterai quand même. La comédienne Huguette Oligny, la seconde épouse de mon père, habite en résidence depuis plus d'1 an. Au fil des saisons, à travers l'attachement qui nous unit, j'ai voulu saisir le message d'espoir d'une vieille dame qui n'a plus rien à perdre que la vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta pensée depuis 1 an, 2 ans? Le bonheur. Je suis convaincue que malgré tout ce qui m'est arrivé dans la vie, malgré des coups durs, comme tout le monde, comme on a connu, on a eu, je suis devenue la femme. Je pensais à ce que j'allais dire, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Dire je suis à l'âge que j'ai, un âge plus que respectable, la femme la plus heureuse du monde. Je suis complètement heureuse. Je nage dans le bonheur. L'âge me convient parfaitement. J'ai tellement peur de m'accrocher les pinceaux que... Avant d'entrer en résidence, Huguette a dû passer 3 mois à l'hôpital. À partir de là, mon lien avec elle a complètement basculé. Je me retrouvais pour la première fois devant une comédienne qui n'a plus d'image à défendre. Puis regarde en passant,
Mon arbre, s'il est beau. Oui, il est beau. Il est beau, hein. Tu sais qu'on voit tes trophées d'en bas. Arrête-moi Ouais. ça. Toute la résidence sait qu'il y a une femme célèbre. Alors, on s'étend, ma belle. Oui. Ben, repose-toi, ma belle. Merci, merci. J'ai le cœur qui déborde d'amour pour toi. Bye. Dors bien. Merci. Huguette est certainement une des plus belles comédiennes du Québec. Elle l'a été. Il y a eu des tas d'autres comédiennes qui étaient de belles femmes aussi. Mais Huguette a eu quelque chose de très particulier qui, moi, m'a atteint. Alors que j'étais très jeune, même jeune ado, je dirais. Elle a peut-être peuplé mes rêves. J'avais devant moi une femme accomplie, élégante, fine, racée, raffinée, qui s'habillait toujours avec infiniment de soin et beaucoup d'allure. C'est beau, ça, hein? Oui, c'est beau. Mais je sais pas avec quoi je mettrais ça. Elle est toujours la jolie femme qu'on a connue. Elle n'est pas une vieille femme, elle est une jolie femme qui avance en âge, une jolie dame distinguée, élégante, coquette. Ça, j'aime ça. De la féminité jusqu'au bout. Des femmes de ton genre, depuis 21 ans que je suis dans le transport, j'en ai pas rencontré beaucoup. Huguette adorait rire. C'était chaleureuse comme partenaire, comme pour jouer, c'était agréable. J'ai un appétit de taureau. Oh! Qu'est-ce que je te prépare? Ce que tu voudras. Ah, un matin comme celui-là, ça remplace tous les autres. C'est vrai. Il y a une chose réconfortante avec elle, c'est qu'elle rit encore beaucoup. Est-ce que vous voyez ce que vous faites, là? Oui, bon, OK. Mais c'est mon doigt qui est coupé, pas les yeux. Il faut que je vous parle d'Huguette au volant. Huguette au volant d'une voiture. Si je suis encore vivante aujourd'hui, c'est vraiment pas de sa faute. C'était un poème. Huguette, cheveux au vent, ravissante et tout ça, au volant de sa petite voiture. Elle était sur la route comme si elle était dans son salon, parfaitement à l'aise, mais il ne m'est jamais arrivé aucun accident, et c'est vrai. Mais c'était une terreur pour les gens qui étaient autour. Elle était totalement libre et indépendante. J'ai jamais senti chez elle de l'orgueil, de la vanité, jamais. Là, c'est drôle, c'est la première fois que je pense à ça, mais c'est pas une personne qui se vante, mais elle faisait ce qu'elle avait à faire, elle donnait le meilleur d'elle-même. Ce qui me plaisait bien et ce qui me plaît toujours chez Huguette, c'est évidemment les goûts qu'on a en commun. Et puis aussi une chose, l'amour qu'on a porté à nos mamans. Huguette avait et a toujours pour sa maman une admiration sans borne. J'ai l'impression que le grand amour de sa vie à Huguette, ça a été Odette Oligny. Et Odette Oligny. Un proverbe arabe à l'usage des jaloux. Si tu veux te venger de celui qui t'a pris ta femme, laisse-la lui. Ah bon? Mon père était canadien et puis était né donc à Montréal, lui. Et quand il est allé en France, volontaire, pendant la guerre de 14, il a rencontré maman, ils sont tombés follement amoureux l'un de l'autre, ils se sont épousés. Donc maman, curieusement,
est devenue follement amoureuse de Montréal. Et elle n'a plus jamais voulu repartir en France. Elle était devenue, elle parlait d'elle, disait « Je suis devenue la plus canadienne des Françaises. » Elle était canadienne, mais montréalaise, ancrée ici. Huguette ne devait pas être vieille, elle devait avoir 17-18 ans. Et moi, j'ai un peu plus d'années qu'elle. Et puis, aussitôt qu'on s'est connus, là, c'était comme... Ouf! On appelle ça le coup de foudre en amitié. Marguerite, c'est bien toi. Marguerite! Assieds-toi, réponds-moi. Réponds vite. J'habitais sur le boulevard Saint-Joseph et eux, ils habitaient sur Kerb. Et Mme Oligny revenait de travailler journaliste au Canada. C'était l'un des premiers journaux. C'était un peu le pendant du Devoir actuel. Elle faisait une critique tous les jours. Et c'était sur la femme, ses intérêts et l'évolution de la femme. Alors, elle arrivait de travailler vers 10 heures. Alors, moi, je me rendais chez elle vers 9 heures. Et là, Mme Oligny arrivait, puis là, tout ce qu'elle disait, là, elle exerçait une espèce de magnétisme. C'était une journaliste qu'on respectait beaucoup. Elle faisait d'excellents papiers, excellents. Elle était recherchée, je crois. Oui. Je pense même qu'on pourrait dire que elle a été l'une des premières féministes, pas féministe à outrance, là, mais une femme qui s'est imposée comme femme. J'étais une enfant à l'école. Et quand maman écrivait un nouveau livre, elle m'en donnait un qu'elle autographiait à ma maîtresse d'école de l'époque. Et puis alors, mais là, je pétais d'orgueil quand j'allais porter un livre que ma mère avait écrit. Elle n'a fait que ça, écrire, pour gagner sa vie, et puis la nôtre. Parce que ton père étant parti, éventuellement, elle a dû assumer la vie. Toutes les responsabilités, c'est elle qui les assumait, totalement. Et complètement, et avec une main de maître. Tu sais, elle a été vraiment formidable. Moi, mon grand-père, tout ce que j'ai su, c'est qu'un jour, il était parti chercher un paquet de cigarettes puis qu'il n'était jamais revenu, ou à peu près. Mais elle ne nous en a jamais parlé. C'était un homme qui a dû être extrêmement présent dans sa vie à elle, affectivement, mais elle a tellement souffert de son absence en même temps, je suis certaine, même si elle en a peu parlé. Et probablement que, écoute, le reste de ses relations était certainement en partie empreinte de ça. En 1943, le jeune compositeur et pianiste prodige André Mathieu rencontre Huguette et en tombe éperdument amoureux. Elle a 21 ans, il en a 14. Moi, j'aurais pu très facilement être très amoureuse de lui. Hein, oui. C'était un gentil garçon, au fond, hein? Même s'il avait ses défauts, qui n'en a pas. Mais les siens étaient particulièrement difficiles à supporter. Il buvait beaucoup. Alors, quand il avait bu énormément, il était imbuvable, imbuvable. Je me suis effacée, et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Jusqu'à sa mort, André Mathieu n'a jamais cessé de penser à elle. 65 ans plus tard, Huguette reçoit une lettre écrite sur une portée. Une lettre qu'elle n'avait jamais lue. Huguette, ça fait de cela maintenant 25 ans que je travaille et que je crois au génie de Mathieu. Et George Nicholson, mon grand ami, m'a montré cette partition récemment
partition qui vous est dédiée. Et grand Dieu. Et c'est une partition qui date de 1947. Te rends-tu compte? Et personne l'a entendue, je ne savais même pas qu'elle existait. Et je suis très ému de vous la jouer, parce que c'est toujours beau de voir ou d'entendre un homme qui dit en note l'amour qu'il a pour une femme. Lors des funérailles de la mère d'Huguette, André Mathieu revoit sa muse pour la dernière fois. Il est venu, effectivement, rue Laurier. Et alors, j'ai senti... Tu sais, comme on peut dire, j'ai senti le regard de quelqu'un, et puis ça m'a forcé de me retourner vers ce regard-là. Et ce regard-là, c'était celui d'André. Moi, j'ai reçu ce regard-là comme une brûlure, je te dis. Quelque chose d'extrêmement chaud. C'était un regard d'une grande intensité. Huguette n'avait pas d'amour à ce moment-là, pas parce qu'elle n'était pas désirée ou désirable. Alors, elle n'avait pas trouvé. Alors, j'ai dit, ben, il y a un professeur qui vient d'arriver, là, Marcel Alexandre. Puis là, j'ai présenté Marcel Alexandre, et puis, ben là, ça a pris, l'incendie était pas contrôlable. Ah, le coup de foudre effrayant, puis tout ça. Monsieur Marcel Alexandre avait été le précepteur des enfants du roi Farouk en Égypte. Et quand le roi a été détrôné et qu'il a dû se faire oublier en exil, c'est peut-être à cause de cela que Monsieur Alexandre est venu au Québec. C'est un homme qui avait mieux que la beauté, le charme. C'était un être de charme. Il avait un sourire absolument incroyable et un charmeur, quoi, un charmeur, vraiment. Et c'est très rare, le charme. Hein. C'est-à-dire, le charme, ça ne se définit pas. Hein. Ce sont des êtres qui reçoivent un don très particulier de séduire avec un sourire, avec un regard. Ça peut être dangereux pour les autres. Ils se sont mariés... en 52, assez rapidement, je crois, après s'être connus. Et je suis arrivée en 53. Mon frère Jean, lui, ben, il est arrivé 3 ans plus tard. Mon père avait choisi d'ouvrir sa propre école. Et comme on habitait un duplex, l'école se trouvait au rez-de-chaussée. Nous, on habitait juste en haut. Je me souviens d'ailleurs de nombreux élèves qui venaient y prendre des cours. Alors, on était 4 ou 5, voilà. Et le cours se donne. Et là, tout à coup, il y a une porte qui s'ouvre au fond du salon, parce que les cours se donnaient dans le salon, et Huguette apparaît. Et quand je dis apparaît, parce que ça a été une véritable apparition.
Elle était parée pour aller dans un gala, dans une robe du soir éblouissante, coiffée, maquillée divinement, une apparition dont on s'est tous arrêtés bouche bée. Et alors, elle a eu cette phrase absolument extraordinaire mais qui la désigne au fond. Elle a dit non, 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 ne bougez pas, je ne fais que passer, je ne suis pas là. Alors qu'elle avait déjà rempli toute la pièce de sa beauté, de son charme, de sa féminité, elle dit « je ne suis pas là ». Ça, pour moi, c'est un grand souvenir. Je suis sorti du cours ce soir-là en me disant « bien là, je viens de rencontrer une vraie femme et une vraie star ». Marie, attendez-moi. Je ne peux pas vous suivre. Vous allez comme si vous aviez des ailes. Laisse-moi profiter de ma liberté, Jeanne. Cher enfant. Laisse-moi redevenir enfant. Laisse-moi respirer à longs traits cet air pur et courir et danser dans l'herbe. J'étais chez eux, les enfants devaient avoir 2, 3, 4 ans, 5 ans, je me souviens pas. Et puis c'était sur la rue Lacombe, et puis lui était là, puis Huguette jouait le premier rôle dans Marie Stuart, puis elle était une Marie Stuart extraordinaire. Ça passait à la télévision. C'était en direct. C'était bien en direct. Alors, Marcel était occupé dans son bureau. Alors, je l'appelle, je lui dis « Marcel, Huguette commence, là, venez, là. » Et jamais venu regarder. Moi, il me trouvait la plus belle, la plus fine, dès qu'il me trouvait par terre en train de laver les planchers. Alors, mais quand il me voyait être une comédienne, ben non, il n'aimait pas ça. C'est ton devoir. Mon devoir, je ne sais plus où il est, mon devoir. Le devoir d'une femme est toujours de tenter de maintenir la paix à son foyer. Même au prix d'un mensonge. Que ton mari soit fidèle, c'est important. Oh mon Dieu, oui, c'était important pour moi. Et là aussi, tu as souffert, je pense. Oh mon Dieu, oui, 1000 morts. Quand les enfants sont assez jeunes, vous traversez la même chose que votre maman avant vous, c'est la séparation et le divorce. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de vous retrouver seule avec les enfants? Oui, ça a été difficile, très, très difficile. Je ne le souhaite à personne, hein, mais oui, c'est très, très difficile. J'aimerais autant pas épiloguer longuement là-dessus. Si Huguette désire taire cette époque de sa vie, c'est qu'elle ne s'est pas retrouvée seule avec ses enfants. Au contraire, elle en a été séparée pendant 9 ans. Et cela, elle n'avait jamais voulu en parler publiquement. Après leur divorce, son ex-mari s'est vengé. Il a déménagé avec les enfants, allant même jusqu'à menacer de se suicider s'il devait en partager la garde avec elle. Jamais, jamais, je ne pourrais souffrir 2 fois cette même douleur. Jamais, jamais. Ouais. C'est monstrueux. Et qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire de si monstrueux de son côté pour qu'on la traite de cette façon-là? Non, c'est inimaginable. Je n'arrive pas à... Je n'accepte absolument pas et je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il a été soufflé, parce que pour lui, c'était comme impossible que ça en arrive là. C'était un affront face à sa masculinité, peut-être, face à son autorité, certainement. Mais bon, oui, on a vécu un drame. Me connaissant comme il me connaissait, il savait bien
par où j'étais le plus sensible. Hein. D'autres, ça aurait été une privation d'argent, mais de l'argent, moi, j'en faisais autant que lui, sinon plus. Hein. Alors, c'était pas l'argent, moi, qui me motivait. Hein. C'était mes enfants, mes enfants, mes enfants. Ouais. Nous faisions partie de la même série. Il est évident qu'elle était brisée. Mais, comme tous les acteurs et toutes les actrices, nous faisons un métier où on ne peut pas se plaindre, où on n'a pas le droit de se plaindre. Le public nous attend, les téléspectateurs nous attendent, donc il faut être au poste. Et ça, c'est une chose que Huguette savait très bien. Mais je me souviens qu'un jour, en salle de maquillage, elle n'a pas craqué vraiment. Mais la maquilleuse s'est rendue compte qu'elle était à bout de force. Et je revois la scène, elle a incliné la chaise de maquillage. Elle lui a mis, je crois, des linges sur le visage, enfin, pour la reposer, pour la détendre. Et puis, elle l'a maquillée, et Huguette s'est levée de là, éclatante et merveilleuse. Oh, ben ça, c'est étrange. J'avais pourtant bien dit à ton père de mettre 2 bouteilles de champagne, dont une dans le seau à glace. Mais vous savez, il est tellement distrait, ce pauvre docteur Labelle. Pour moi, ça devait être insupportable, je vous le dis, là. Je voyais cette femme-là, puis je me disais, comment elle peut faire pour vivre ça? Elle avait besoin vraiment d'être là pour les enfants, je le sentais, mais jamais Huguette ne parlait de rien. Jamais. Oh, Madeleine! Oh, Madeleine, quel beau vent! Pendant 9 ans, des millions de téléspectateurs regardent et aiment celle qui incarne souvent des rôles de mère. Mais ses propres enfants n'y ont pas droit. Si on voyait qu'on tombait sur ce programme-là, on ne faisait pas exprès de rester dessus trop longtemps. Ça fait partie des choses qu'on apprend à modifier comme comportement quand on veut survivre. Aucun homme n'a le droit de faire subir des choses pareilles à sa famille, mais il va sûrement finir par le reconnaître. Un jour, elle m'a dit, ici dans le quartier, à Côte-des-Neiges, elle savait que Jean voyait Mireille, qu'ils avaient été en voyage et tout ça. Et elle m'a dit si je pouvais dire à Jean qu'il a une mère et qu'il souffre beaucoup d'être séparé de ses enfants. J'ai dit, je vais essayer, mais ça m'a beaucoup troublée. Comment allait-il recevoir ça? Je ne savais pas du tout. Et comment ça s'est passé? Bien, c'était sur le chemin d'ici, avant d'arriver au Rock-Hill, sur Côte-des-Neiges. Alors je lui ai dit, Jean, je te dis ça comme ça, je peux te laisser un numéro de téléphone. Alors si tu veux appeler ta mère, voilà. Et il l'a appelé. Bonjour, mes beaux chéris. Oh mon Dieu, regardez donc. Mon Dieu, vous êtes bien belle. Bah, arrêtez. Vous êtes bien belle, chère amie. Mais qu'est-ce que c'est donc, vous? Est-ce que tu... aussi, bonjour. Ben, merci. As-tu froid par hasard? Oh oui, je suis... Comme d'habitude. Comme d'habitude. Pour changer un petit peu. Pour changer un petit peu. Mais Bon, tu vois, il fait seulement 25 degrés. C'est Je ça. comprends, il fait frais un peu. C'est magnifique. Es-tu sérieuse? Absolument, je vais lui dire de te le refaire. On sent qu'elle a besoin d'être entourée. Elle a besoin de Jean et de moi. Elle est bien. L'an dernier, lorsque la santé d'Huguette s'est détériorée, ses 2 enfants lui ont proposé de quitter son appartement et d'entrer en résidence. Tout un défi. Maman était capable d'avoir des crises épiques, hein? Et ces crises épiques-là, elles étaient vraiment pas drôles. Et quand on s'est mis à lui parler de cette possibilité-là, ouf! Alors, il fallait vraiment être blindé parce que tout y est passé. On n'avait pas le droit, on ne pouvait pas faire ça. Elle était encore parfaitement saine d'esprit, capable de s'occuper d'elle. Elle n'avait besoin de personne.
Mais c'est en visitant la résidence qu'elle a découvert son rocher. C'est la première chose que j'ai vue quand je suis arrivée ici, c'est ce rocher. Et il est devenu un ami, quelqu'un à qui je dis bonjour tous les jours. Ça représente quelque chose de bon, de solide, de inaltérable. C'est immuable. Oui. Et on a besoin de choses comme celle-là dans sa vie, sur lesquelles tu peux constamment revenir, t'appuyer. Et Dieu dans tout cela? Dieu? Vous n'avez pas compris. Cessez d'inventer le monde. C'est sortir du piège de l'illusion qui nous fait croire que nous sommes séparés de lui. Qu'est-ce qui reste alors? Rien, justement. Rien d'autre que le silence. Et c'est là qu'il est. Je porte au cou un chapelet. Je suis devenue, avec le temps, une espèce de vieille bigote. C'est vrai. Je ne devrais pas dire, c'est insulter les bigotes, que de parler comme ça. Non, je suis devenue, mais fermement croyante, durement croyante, croyante. C'est un réconfort extraordinaire. Oui, j'ai toujours devant moi, tu le vois là, un Christ que j'ai acheté. D'abord parce que c'est un Christ souffrant. Et c'est pas le Christ en croix, glorieux et tout ça, non. Il est affaissé sur lui-même. Et je l'ai... Je devais avoir, quoi, 15, 16 ans, dès que j'ai pu avoir quelques sous pour pouvoir m'offrir ce crucifix. Je l'ai vu, puis je l'ai aimé, puis ça n'a jamais cessé. Il me parle, il me parle. Ah oui, ah oui. Je ne suis jamais seule, je ne suis jamais seule. Les gens s'étonnent de ça, disent, mais la solitude, je connais pas ça, la solitude. Parce que Dieu est là? Ah, constamment. Mais constamment. Et puis, je te dis, il est devant moi. Constamment, on se parle. C'est mon ami. J'ai l'impression que... Enfin, pour moi, il est mon ami, le plus grand ami que j'ai. C'est ça. À part toi, bien sûr. Si tu crois, petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois, petite, que ça va durer toujours, ce que tu te gourres. Fillette, fillette, ce que tu te gourres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et encore une fois, jambes bien tendues, sans plier le genou. On essaie de... À son arrivée à la résidence, Huguette marchait. Elle se déplace maintenant en chaise roulante. Elle vit au jour le jour, entourée de gens presque muets qui ont pour la plupart perdu la mémoire.
J'ai peur. J'ai peur parce que dans le peu de temps qu'elle a passé ici, elle s'est détériorée beaucoup. Et j'ai peur que les contacts deviennent plus difficiles. J'ai peur de devenir un étranger pour elle, et puis qu'elle disparaisse complètement de ma vie. Ça, c'est une crainte. Quand je pense à Huguette, c'est toujours ça. Est-ce que je devrais aller la voir? Est-ce que je devrais... Pour pas être témoin et pas vivre ça? Si tu n'étais pas aussi généreux, tu serais venu me voir, moi, souvent. Et puis, on se serait parlé moins souvent. Je te remercie de me consacrer du temps, parce que ça compte. Ça compte. Ça compte, le temps. À mon tour, quand j'aurai la douceur de l'été pour unique caresse. À mon tour, quand la rose et l'épine envolée me feront plus légère. Alors pour un baiser, souvenir adoré, ferai une prière. En guise de baiser, souvenir adoré. Et je chanterai comme elle, et je danserai comme elle, et je chanterai quand même. À 96 ans, moi, ce qui me fait vivre, c'est l'action. Il faut toujours que je sois en ébullition. 2 pour 5 piastres, ça fait un bon affaire. Moi, j'ai ma carte au puce, puis j'ai l'autobus à la porte. Je vais à Outremont voir mes enfants et je marche. Mais rien ne me fait peur. Je dois avoir une constitution assez solide. Je m'analysais, mais j'ai dit, c'est quoi cette énergie-là? D'où est-ce que ça vient? Puis je me disais, je me pensais, je me disais, ça me part des jambes, là, puis ça vient, on dirait que j'ai encore de l'énergie, de la passion. J'ai dit, calme-toi donc un peu, là, tu sais. On ne sait pas. Demain, moi, je peux tomber dans ma maison, je peux me casser une hanche, comme n'importe qui. Je suis pas à l'épreuve de tout. La gagnante, Huguette Oligny. À Madame Huguette Oligny. Huguette a cessé de jouer depuis longtemps. Mais avec moi, elle prend plaisir à remonter le fil de ses souvenirs. Mon Dieu. Et tu me rappelles, je suis comme un réceptacle de toutes sortes de souvenirs épouvantables. C'était le malade imaginaire. Oui. Elle me fait cadeau d'un texte qu'elle porte en elle depuis l'adolescence. Un texte gravé à jamais dans le cœur de ma chère comédienne.
de bureau. C'est moi, monsieur. Je suis un journaliste et mon journal m'envoie pour avoir de vous, monsieur, de vive voix, quelques renseignements précis sur vos débuts. L'article de Janin vous a mis très en vue et nous voudrions bien... Ah, mes débuts, c'est déjà loin tout ça. Ah, mais monsieur, ça ne fait rien. N'évoquez que les bons. Hélas, les autres viennent. Je naquis près de Varsovie. Mon père était danseur de corde. Ah, si c'est ça, la liberté, nous étions libres. J'ai failli me rompre le cou sur toutes les places publiques. Et quand je pense à mon enfance, quelquefois, je vois... Oui, je vois un fil d'Archal qui traverse l'Europe, avec ma famille qui brasse. C'est important de jouer, mais on ne peut pas être et avoir été. Bon, là j'ai l'air un petit peu... mais avant de me mettre ça dans la tête, ça a pris du temps. Ça prend du temps. Je crois qu'il faut que j'apprenne à comprendre profondément ce qui arrive et à me dire j'ai des choses à apprendre, je suis sur les derniers 1000 et il ne faut pas que je rate mon coup. Il faut que je reste vivante et bien vivante jusqu'au bout. Et comme Huguette, avec une spiritualité, une verticalité aussi et une confiance totale. J'ai un pied dans l'éternité, là, moi. Moi, je dirais déjà les deux. Les deux. Oui, c'est ça qui est beau. Hey, les deux pieds dans l'éternité. T'as pas besoin de mourir pour les avoir, c'est ça qui est bien. Oh, tais-toi. Parce que tu as une conscience des choses. Ben oui, heureusement. Maudit, heureusement. Mais tu sais que ça peut partir comme ça. En ce moment, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai quand même été chez le docteur que j'avais pas vu depuis 1 an. Et la première chose qu'il m'a posée comme question, si vous arrive un accident cardiaque, est-ce que vous voulez qu'on vous réanime? J'ai dit non. Alors, je l'ai écrit. Le docteur m'a fait... j'aime mieux l'avoir écrit que dire ou ma famille, non, elle voulait pas ça. Oui, depuis avant-hier. Mais je trouve ça correct. Je trouve que c'est une... comment je dirais ça? Une espèce de sécurité. Oui. Moi, je sais que il y en a moins long devant que derrière. Ce qui m'amène à une sagesse que j'aurais dû avoir depuis que j'ai l'âge de raison, à savoir qu'il y a que la journée qui compte. Là-dessus, je pense que Huguette a bien compris que la joie du présent devient capitale et très importante. Je lui ai apporté, par exemple, des roses dans la résidence où elle est. Et pour elle, ces roses ont représenté je ne sais pas quoi, mais elle en avait les larmes aux yeux, tellement c'était beau. Et elle ne quittait plus ce bouquet, elle ne voulait plus s'en séparer. Je trouvais ça très émouvant et après coup, je me suis dit oui, je comprends que parvenu à ce rétrécissement dont je parle de la vie, une rose peut représenter l'univers. Oh, que c'est bon, la chaleur sur mes genoux.
Ah, Jésus-Marie. Veux-tu me dire, moi, où est-ce que je suis? Où est-ce que je crèche? Où est-ce que j'habite? C'est facile, on voit les trophées dans ta fenêtre. Mais je les vois pas, moi, merde. Ah oui. Ce serait là. Ouais. T'apprends pas un grand clair, il me semble, pour comprendre que je suis une vieille personne comblée. De ton amour, de l'amour de tous ceux qui me font la grâce de me garder un petit coin de tendresse dans leur cœur. Oui. Ah, toujours, toujours, toujours. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais qu'un acteur qui n'est plus actif est très vite oublié. C'est l'affaire de quelques mois, très souvent. Et c'est pas de l'ingratitude de la part du public. Le public est là pour voir un spectacle. Si l'acteur ou l'actrice malade n'est plus là, ils vont très vite oublier. Mais j'espère que tous ceux qui ont aimé Huguette, et ils sont nombreux, vont garder d'elle un magnifique souvenir. Voilà. Voilà toute mon histoire d'amour. Si je la raconte aujourd'hui, pour la première fois, c'est que votre époque me paraît plus capable que la mienne de comprendre certains des phénomènes qui en font partie intégrante. Plus capable aussi d'accepter les êtres tels qu'ils sont. Tu sais que je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours gardé dans une place profonde et très, très proche de mon cœur depuis que je te connais. Hein? Et donc, c'est pas d'hier. Huguette est entrée dans ma vie il y a 45 ans, alors que nous faisions ensemble 2 jours de route pour aller jouer dans une pièce de mon père, Gratien Gélina. Elle l'a ensuite épousé et a vécu à Oka pendant près de 20 ans. C'est là qu'elle a retrouvé ses enfants. Un havre de paix, un baume sur ses cicatrices de mer. C'est beau quand même. Ah, c'est superbe. C'est vraiment superbe, hein? Mais c'est vrai que tout m'a plu quand je suis arrivée ici. Le lac, les arbres, mes belles plates-bandes. Te rappelles-tu? Ah, mon Dieu, c'était un temps des dieux, hein? La vie, la vie. Quel cadeau que la vie. Hein? C'est incommensurable. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Plus tard, quand tu viendras au jardin des lilas, pour une ancienne belle,
porter dans un baiser ta jeunesse enrosée sur son épaule tiède, alors que ce baiser de neige et de rosée soit doux comme hydromel, alors que ce baiser de neige et de rosée et tu danseras comme elle et tu chanteras